Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Scandalisote sur irm.radio où on souffle les braises de la vérité chaque samedi soir. Pendant 1 heure, je serai accompagnée de mon équipe Ménel, Rim, Nordine et Anthony. Bonsoir et bienvenue à notre invité Olivier Peghetti. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Tout va. Ça dépend du thème. Ouais. Alors notre sujet du soir, c'est le harcèlement. Je sais que c'est un sujet vaste et compliqué. C'est pour cela que nous avons choisi de décortiquer le harcèlement au travail. En France, une femme sur 5 est victime du harcèlement sexuel au travail. Donc avant de décortiquer le sujet, je vais commencer par présenter Olivier Peghetti. Olivier Peghetti, tu as débuté par la presse écrite en 1981 en tant que journaliste et puis photoreporter pour des magazines comme Le Point, Paris Match, Elle et Marie-Claire. Entre autres, voilà. Toute la presse française, exactement. Et depuis 1987, tu réalises des documentaires et reportages pour des chaînes françaises. Voilà, françaises ou étrangères, oui, mais surtout françaises. Exactement, toutes les télés. Tu travailles essentiellement sur des sujets de longue durée qui traitent des problèmes de société. C'est pas très difficile de travailler dans ces milieux un peu compliqués comme la prison, la justice. C'est encore plus intéressant du fait que les films sont longs, donc ça me permet de rester longtemps avec les gens, de partager beaucoup. Et du coup, moi, je trouve ça au contraire très simple. D'accord. Comme je l'avais dit, ce soir, nous allons parler du harcèlement au travail. Alors, Rim va nous dire c'est quoi le harcèlement au travail. Alors, je vais plutôt parler de l'harcèlement de façon générale, avant d'aller plus en détail sur le harcèlement au travail, puisque l'harcèlement moral est une conduite abusive qui part des gestes, des paroles, des comportements, des attitudes répétées, parce que c'est pas une seule fois, mais vraiment à plusieurs reprises, systématique, vise ou en fait ou conduit à dégrader les conditions de vie ou des conditions de travail d'une personne. Donc tel est le harcèlement moral de façon générale. Sinon, pour le travail, ça reste quand même tout ce qui porte atteinte à la santé de la personne, la santé morale, et parfois ça peut conduire à la santé physique, puisque quand on va pas bien niveau moral, et ben certaines personnes peuvent être par la suite très affectées jusqu'à vraiment la dégradation de l'état de santé de la personne. Donc l'harcèlement moral au niveau du travail se manifeste par des agissements répétés, encore une fois, susceptibles d'entraîner par les personnes qui subissent donc la dégradation et conditions de travail. Voilà, les conditions de travail, enfin, personnellement, j'en parlerai plus tard, mais j'ai été victime d'harcèlement moral au travail, et je peux vous assurer, c'est pour ça que je parle d'état de santé, c'est pas simple du tout à gérer parce que derrière on a des problématiques niveau santé et des problématiques niveau perso, et tout ça affecte vraiment tout l'environnement, et c'est pas agréable. On est 5 à table, donc on rentre dans les statistiques, une personne sur 5. Exactement. Et c'est justement une personne sur 5 en France est victime d'harcèlement moral au travail. Je suis pas d'accord avec ce chiffre-là, avec ce nombre-là. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Oui. Il y en a beaucoup plus. Ça, c'est les stats, parce qu'il y en a beaucoup qui ne disent pas aussi, qui ont peur, qui n'ont pas l'accompagnement aussi nécessaire par rapport à ça. Et si on ne se renseigne pas, si on n'a pas forcément ce courage d'aller vers les autres, on fait pas partie des statistiques, parce que les statistiques, c'est quand c'est vraiment déclaré, et il y en a beaucoup qui déclarent pas. Ou qui trouvent une solution par eux-mêmes. Il y a aussi des victimes qui en sont pas conscients, qui le vivent et qui en sont pas conscients, qui trouvent ça normal, parce que ça a été banalisé, et dans certains milieux de travail, ils s'en rendent pas compte qu'ils vivent cet harcèlement-là, tu vois.
Donc, Oui, et surtout, je pense que c'est très important de dire que la chose qui caractérise notamment le harcèlement, c'est pouvoir isoler la victime, c'est-à-dire qu'elle se sent de plus en plus seule, du coup elle n'est pas du tout supportée ni par ses collègues de travail, ni parfois par sa famille, et cet isolement participe à augmenter les effets dévastateurs de ce type de harcèlement. Oui. Voilà. Ouais, donc ça pousse la personne à s'isoler. Exactement. Oui, justement, concernant ce sujet du harcèlement au travail, Olivier Pighetti, tu as réalisé un documentaire que tu as titré Harcèlement sexuel, le fléau silencieux. Exactement, silencieux, donc on revient à cet isolement, tout à fait, c'est exactement ça. Ça en fait partie, mais après il n'y a pas que ça, c'est des choses qu'on subit, parfois on ne se rend pas compte au début que c'est pas normal. Parce qu'on se dit, comme c'est nos supérieurs, ça fait on n'a pas trop le droit d'en parler. Professionnel qu'on doit avoir. Exactement, c'est normal ou pas. Et après, avec le temps, on se rend compte que non, ce n'est pas normal, cette situation n'est pas normale. Et quand on se sent mal, c'est pas normal de se sentir mal dans la mesure où on passe pratiquement 8 heures, voire plus d'heures par jour au travail. C'est délicat. Oui, c'est très délicat. Oui, donc Olivier Pighetti, tu avais donné la parole à 4 femmes justement qui ont été victimes du harcèlement au travail. Voilà, alors ce qu'il y a de caractéristique aussi dans le harcèlement, donc là il s'agissait de harcèlement sexuel, c'est que généralement au final, quand on dénonce, parce qu'il y en a très peu finalement qui dénoncent, mais pour ceux qui dénoncent, l'auteur a une sanction au sein de la société, donc une sanction, ça peut être un blâme, ça peut être une mise à pied, etc., etc. Mais par contre, la victime perd son travail. C'est-à-dire que c'est d'autant plus difficile de dénoncer les choses que très, très souvent, la victime, sauf peut-être dans les grandes administrations, mais dans les entreprises, en tout cas, la victime perd son travail. C'est ce qu'on voit sur la majorité des dossiers qui passent dans les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'on est très mal renseigné sur le sujet. Parce que finalement, la victime, elle peut... parce que c'est leur parole contre... oui, mais pourquoi ? Parce qu'on est mal renseigné dans la mesure où aujourd'hui, il y a un article qui est de loi, mais pour avoir gain de cause, il faut avoir le courage de dénoncer, le dire, mais il faut le dénoncer par écrit. Il faut écrire, en fait. Si on le dénonce pas, si on le dit juste oralement, c'est ça. C'est bien beau de dire tout ça, mais aussi il faut qu'on se mette à la place des victimes. Alors moi, je pense que, comme disait Olivier, perdre son travail, je pense que c'est la solution de facilité, la première solution que la victime va trouver pour justement mettre un terme à cet harcèlement. Et je pense que des fois, la perte, c'est pas réellement une perte, c'est carrément une démission. Soit une démission, soit suite à un procès où on a rendu justice à la victime. Oui. Finalement, le harceleur est généralement sanctionné et la victime perd son travail. Pour plein de raisons d'ailleurs, elle-même, parce qu'elle rentre plus dans une ambiance de travail. Et d'ailleurs, le vrai problème du harcèlement aussi, c'est que quand il y a un esprit de groupe assez important dans une société, on dit arrête, lui, c'est vrai, il est un petit peu grivois, qu'importe ses réflexions, il faut que tu rentres dans l'ambiance, tu casses l'ambiance quand on a des réunions le soir, ou on avait une bonne ambiance avant, et puis maintenant que tu es là et que tu te plains de ceci, de cela, ça marche plus, mais il faut savoir que sur 2 personnes, et ici on est 5, mais sur 2 personnes différentes, une position de harcèlement va être reçue différemment. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains qui ont dit je vais gérer le truc. Il y en a d'autres, ça va totalement les anéantir. Voilà, et c'est ça qui est très dangereux aussi. Oui. C'est dangereux, c'est réellement dangereux moralement parce qu'on se sent seul contre tout le monde. Et le fait est qu'il y ait cet effet boule de neige parce que chacun, on se passe, c'est comme ça, c'est un milieu social aussi, on se passe un peu la parole, on parle de nous, on sait qu'on parle de nous et après on devient parano. Et c'est vraiment ça plus ça, et que la personne derrière, moralement, c'est dévastateur. Et après on se sent mal. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une dépression parce que c'est réel. Puis on n'aime pas trop, les patrons n'aiment pas trop entendre ce genre de mots, dépression, harcèlement, etc. Et du coup on essaye un petit peu de
de cacher tout ça derrière des mots, des attitudes, alors que personnellement, on sait très bien qu'on est en train de subir et que même si c'est l'arbre qui cache la forêt, on est quand même en train de subir un harcèlement moral. Moi, je pense que c'est la société qui veut ça. Si on n'est pas dans le moule, on ne fait pas avancer l'entreprise, ou bien entendu, quand on dénonce un cas d'harcèlement, on est assujetti à être montré du doigt comme un boulet ou quelqu'un qui fait retarder l'avancée de l'entreprise. Et du on voit bizarre la victime au lieu de... Exactement. Normalement, on devrait pointer du doigt l'harceleur, et là, on pointe du doigt la victime systématiquement. Et d'autre part, c'est vrai qu'un employé harcelé, c'est un employé qui va moins travailler parce qu'il sera paniqué quand il va arriver au travail. Il n'y aura plus l'entrain à pouvoir bien faire son travail. Donc on va lui dire, dis donc, tu as des dossiers qui sont en retard, pour quelles raisons, etc. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et finalement, tout s'accumule quand on commence à dénoncer ça. Tout s'accumule pour que la victime devienne pratiquement coupable d'avoir dénoncé, coupable d'être harcelé, coupable... Et du coup, ça mène à des pertes d'emploi pratiquement systématiques. Oui, mais la perte d'emploi est là. Mais les séquelles sont là aussi, ça reste. Parce qu'à partir travailler avec une boule au ventre le matin, ne pas être bien dans ses baskets, compter les minutes pour ce qui nous reste pour quitter le travail, c'est... Plusieurs études d'ailleurs en psychiatrie ont montré que pour certaines personnes, le harcèlement sexuel entraîne les mêmes dégâts que pour des personnes qui avaient subi des viols. Exactement, oui. Justement, ça a un énorme impact sur ces victimes-là. La preuve, dans votre deux femmes parmi les 4 qui avaient dans votre documentaire, il y en a 2 qui ont même déménagé pour ne plus voir cette entreprise où elles travaillaient avant. Voilà, et je rajoute que les 4 ont perdu leur emploi. D'accord. Alors qu'elles étaient... Mais moi j'ai une question, comment vous les avez trouvées ces 4 femmes ? C'est toujours la complexité sur certains sujets. Déjà trouver des gens qui acceptent de participer, qui acceptent de parler, alors que c'est quelque chose... mais on trouve dans tous les domaines, même dans les plus durs, on trouve des gens militants, engagés, qui n'en peuvent plus et qui se disent que la parole publique est importante et qui veulent entraîner des gens. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi on a assisté dernièrement, parce que l'affaire Weinstein, les MeToo, les dénonces ton port, etc. Finalement, là, et on s'aperçoit aujourd'hui dans le milieu du sport, ça explose de partout. On est en train un peu de purifier cette société. Je pense que demain sera mieux qu'aujourd'hui, parce que là, il y a eu quand même des explosions systématiques. On casse un petit peu le tabou. Voilà, et on commence à briger. Et les législateurs suivent derrière. Auparavant, d'abord, c'est très dur à prouver, le harcèlement moral, très compliqué. Harcèlement sexuel, très compliqué, encore plus. Et donc il faut garder des preuves, il faut garder des mails, il faut avoir des témoignages de collègues qui les donneront jamais, généralement. Il faut avoir plein de choses comme ça qu'il est très difficile de montrer, de prouver. Et moi, je passe toujours ce message quand je peux. Je dis aux gens... enregistrer si vous pouvez, parce que maintenant on a possibilité avec tous nos téléphones. Au pénal, c'est valable. Pas au civil, mais au pénal, on s'en rend tous les ans. De ça. Parce qu'en fait, on subit, personnellement, et parfois, j'ai été face à certains agissements où même moi, je réalise qu'on est en train de me dire ce genre de choses. On peut pas dégainer son téléphone à chaque fois, enregistrer, parce que on est surpris, on réalise qu'on est en train de nous dire des choses. Juste témoignage personnel, moi je vais pas citer l'entreprise ou quoi que ce soit, mais moi j'ai travaillé dans une entreprise où le patron était un peu trop proche de ses employés femmes, et moi à chaque fois qu'il me convoquait dans son bureau, d'ailleurs il me convoquait plein de fois, à chaque fois j'enregistrais, je mettais mon téléphone en mode enregistreur, tu vois. La réponse que j'allais dans le bureau. C'est-à-dire que et j'ai encore toutes les conversations enregistrées au cas où, tu vois. C'est ça. En fait, tu n'enregistres pas quand c'est de manière directe, mais si tu sais que tu vas être reçu, là tu peux préparer bien entendu un enregistrement. Oui, mais quand on sait, personnellement j'ai été reçue pour
pardon, je ne vais pas citer l'entreprise, j'ai été reçue pour un motif qui n'est pas le bon. En fait, on m'a fait venir pour un motif et quand je suis arrivée à l'entretien, dans le bureau, c'était tout un autre motif. Si j'avais su que le motif était celui-là, je me serais mieux préparée. Alors dans ce cas-là, tu es en droit d'interrompre l'entretien et de demander à te préparer, à représenter. Psychologiquement, c'est difficile. On ne sait pas forcément. Oui, ça, on ne le sait pas. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas assez préparé. Oui. Enfin, les gens sont de plus en plus habitués à à manier leur téléphone, etc. Donc on sait faire. Maintenant, la panique peut faire qu'on ne le fait jamais. On oublie. Moi, j'avais une affaire, c'était un maire assez connu là dans le nord de la France, j'ai failli dire le nom, mais donc, qui a abusé énormément balance ton maire. Balance ton maire. Et une fille qui était vraiment traumatisée par ça, je lui avais même prêté une caméra cachée, donc on ne voyait vraiment pas. Je lui disais, tu déclenches le soir, parce que ça se passait toujours dans un créneau horaire, etc. Tu déclenches, il est fichu après ça. Il suffit de diffuser d'ailleurs sur Internet ou autre, il sera fichu le type. Oui, surtout donc, là avec les réseaux sociaux. Voilà, et même sans passer par un tribunal, il sera fichu, il va se faire virer. On a peur. Sa carrière, mais elle a eu trop peur, donc il faut prendre aussi en compte cette pression. On se dit, mais la panique, s'il trouve l'enregistrement, si ceci, est-ce que je vais bien faire, et les conséquences derrière, et tout ça. C'est exactement ça. Et c'est très compliqué à faire, donc c'est bien de le dire. C'est bien que les gens y pensent, mais après pour le faire c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut se mettre à leur place. Parce que moi j'ai déjà entendu des employés dire mais ça va s'arrêter, ça va changer, la hiérarchie va bouger, enfin bouger dans le sens où ils vont partir sur d'autres postes, ils vont quitter l'entreprise, etc. Donc toujours cet espoir de changement, d'amélioration de la situation qui fait que la situation perdure dans le temps et aucune solution n'a été trouvée au problème. Oui. Il faut être vraiment fort moralement et ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement parce que ça peut pousser à l'extrême. Il y a des gens qui sont au suicide et ça c'est réel. Il y a vraiment eu il y a eu des affaires comme ça. On a eu pas mal de cas malheureusement de suicide de grandes entreprises qui ont fait quand même la polémique. Ça peut pousser à ça parce qu'à un moment donné on se sent vraiment seul, on est seul contre le monde entier, on devient parano, on n'est pas bien, on pleure tout le temps, on est dans une spirale incroyable. C'est bien que tu mettes l'accent sur l'isolement parce qu'il y a un double isolement dans le sens où la hiérarchie isole la victime donc par des propos verbaux, etc. Et il y a aussi les collègues qui, pour pas nuire à leur image, s'associent à la hiérarchie et aussi font que la victime s'isole aussi des collègues. La victime, c'est elle qui est en tort, qui est pointée du doigt, qui est... C'est ça. Elle est stigmatisée. C'est, en fait, et après, c'est le problème. En continuant sur cette ligne, après, la victime devient une hystérique. Exactement. Parce qu'elle n'arrête pas de repenser à cette affaire, elle n'arrête pas de revenir là-dessus, elle n'arrête pas du coup, elle est même pas elle-même. Donc voilà, et du coup, effectivement, même le côté personnel, ça détruit des vies. Ça détruit aussi pas mal de couples, ça détruit beaucoup de couples, même des familles, parce qu'on reporte ça sur ses proches, parce que quand on rentre, on emmène ses problèmes avec soi, sur ses enfants, sur son mari, sur son partenaire, et c'est très compliqué. Réellement, c'est très compliqué. On essaye d'avoir de l'aide aussi du côté médical, parce qu'on va voir des personnes qui sont aptes à nous écouter et à déceler ça, à nous aider psychologiquement parlant. Mais ça reste difficile. Moi, j'avais l'une de mes témoins, d'ailleurs, qui était, pour rebondir là-dessus, qui était plutôt une jolie femme, qui aimait bien élégante, elle aimait bien s'habiller, enfin, elle se sentait bien, quoi, elle était bien habillée, comme toute femme peut l'être. Et au fur et à mesure du harcèlement sexuel qu'elle subissait, elle s'est complètement enlaidie. Elle venait au boulot avec des gros pulls, elle s'est coupé les cheveux, ça lui allait plutôt assez mal. Elle ne se maquillait plus du tout. Et du coup, on lui faisait des réflexions au boulot. On disait, dis donc, pour la clientèle, etc. T'es plus la même. Et donc, finalement, elle se détruisait elle-même et elle détruisait son poste pratiquement de travail parce qu'on lui disait qu'elle était moins agréable pour le client, etc. Donc ça entraînait des choses alors qu'elle n'était pas responsable au départ de ce qui se passait. Justement, ça devrait alerter ça, ses collègues, que la personne elle change
du jour au lendemain d'attitude, de comportement? Sincèrement, ça les alerte, mais on est dans une société d'individualistes. Voilà. C'est les gens, c'est moi, tant que ça me touche pas, tant que ça touche pas ma prime, tant que ça bloque pas mon évolution, moi ça. Mais c'est malheureux, mais c'est comme ça partout. Ça changera pas. Tu te fais agresser dans la rue, il y a personne qui va réagir. Oui, ça c'est. Moi j'ai eu tous les cas. Tu t'es fait agresser? Je me suis fait agresser à 18h à Pigalle. Un monde fou. On m'a volé mon téléphone. On m'a agressé. Et la semaine dernière, ce qui m'est arrivé. Les gens me regardent et me disent ouais. Moi aussi pendant les grèves on m'a volé mon téléphone. J'ai tiré la sonnette d'alarme et tout le monde qui m'a insulté pourquoi j'ai tiré la sonnette d'alarme. Parce que tu déranges les gens. Voilà. Moi j'ai demandé juste un téléphone pour que je puisse appeler quelqu'un pour leur dire qu'on m'a volé. Personne s'est arrêté. C'est ça maintenant les gens. C'est Paris. Non mais c'est partout, c'est pas uniquement Paris, mais c'est le cas partout. Ouais, c'est ça le problème. Bon, après il y a le problème il y a un problème important aussi, c'est que à quel moment on porte plainte et la prescription donc était de 3 ans jusqu'en 2017. D'accord. Ça a changé avec l'affaire Baupin puis Weinstein derrière, mais c'était 3 ans, et 3 ans c'était pas suffisant, et d'ailleurs Denis Baupin, qui était tout de même accusé par 14 femmes, s'en est tiré donc un classement sans suite parce que toutes les affaires étaient prescrites. Mais en plus, il a eu le culot de déposer plainte contre les accusatrices, donc les 14 accusatrices, pour dénonciation abusive du fait qu'ils n'avaient pas été condamnés. Il a bien sûr il s'est passé en procès, ça lui a fait un mauvais procès pour lui parce que finalement c'est lui qui s'est retrouvé à devoir payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Retour du bâton. J'ai juste une petite question. Olivier, comment tu as réussi à convaincre justement ces victimes de parler? Je suis allé les voir sans caméra, tout simplement. En fait, ça tient une poignée de main qu'on se donne avec les yeux dans les yeux. Enfin, il s'agit d'un contrat de confiance. Et finalement, on arrive à avoir des contrats de confiance avec les gens. Il suffit d'avoir la bonne approche. Et puis, il y a aussi le fait que les gens veulent parler parce qu'ils sentent que c'est important pour les autres. Et souvent, d'ailleurs, ces victimes, quand elles ont quitté l'entreprise, elles ont vu le harceleur qui commençait à s'en prendre à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme dans les familles où il y a des incestes. La grande sœur voit le père se retourner un peu vers la petite sœur et se dit il faut que je fasse quelque chose, et je vais. Donc on arrive aussi à une logique qui peut être un peu dans ce sens-là, et d'autre part en ce moment la parole est quand même beaucoup plus libérée, donc c'est moins honteux maintenant il y a l'attitude des forces de l'ordre aussi, comment on est reçu, on va pas être cru, ou on va dire attendez, mais dans l'entreprise vous savez que c'est dur, est-ce que vous éventuellement vous n'êtes pas un peu provocatrice, ou alors est-ce que vous n'avez pas cherché à avoir un poste supplémentaire ou plus élevé ou un salaire ou etc. Et est-ce que vous n'avez pas fait un peu de graine? Comment vous étiez habillé les jours où vous êtes fait harceler? C'est la faute de la victime. C'est ça. Enfin, les femmes en général, c'est pas simple. Pourquoi ça a duré si longtemps? Ça a duré 1 an et demi, c'est ça? Le tournage a été très long parce que j'avais des procédures judiciaires et je voulais aller au bout des procédures judiciaires pour être sûr de pouvoir donner déjà une conclusion à la fin du film, et d'autre part pour que la personne, le harceleur, ne se retourne pas contre moi en disant non mais vous savez c'est complètement faux tout ce qu'il y a eu, parce que ça peut arriver il peut être simplement suspecté, il y a des gens qui abusent de leur position, ça arrive, et d'ailleurs ça gâche toutes les dépositions des autres. Exactement. C'est effroyable pour les autres. Il suffit d'une personne et pour mettre le doute, et à partir de ce doute là du coup il y a le principe de précaution, etc. Enfin c'est extrêmement compliqué. Mais est-ce qu'il y a réellement il y a des victimes qui ont gain de cause, un pourcentage par rapport à toutes les plaintes? Est-ce que ça peut être décourageant aussi face à ce genre de questionnement, etc. Si on n'arrive pas au bout, ça peut être vraiment décourageant pour la victime, parce qu'elle va subir
un double choc, aussi bien le choc qu'elle a subi au niveau de l'harcèlement au travail, et après si elle va jusqu'au procès et derrière elle subit tous ces questionnements, etc., et elle n'a pas... 12% des affaires se retrouvent devant la justice, voilà. Et sur ces 12%, donc qui deviennent 100%, il n'y en a que 5%, il y a des sanctions qui sont données. Donc c'est rien du tout. C'est vraiment très peu. C'est ça la question que je me posais. Comme c'est parole contre parole, dossier contre dossier, preuve contre preuve. Et c'est là où j'insiste systématiquement, garder les mails, les messages, on n'efface jamais rien. Et le fait de déclarer par écrit la première fois, parce que si on va voir le responsable en lui disant oralement les choses, il va prendre les devants et il va pouvoir licencier. Il y a une première alerte. Il faut en parler aux collègues aussi. Voilà, oui, mais l'écrit reste toujours une preuve. Aujourd'hui, est-ce que tu sais que les entreprises se protègent quelque part en faisant des rappels réguliers, des e-learning, ce qu'on appelle sur les risques psychosociaux en entreprise, mais juste pour se protéger, pour dire on dit les choses, on fait les choses bien et correctement, c'est vraiment pour se donner une morale. Mais derrière, c'est pas forcément ce qui s'applique. Hein. Mais aussi, en quelque sorte, c'est pas la faute de l'entreprise. Mais tu peux trouver que le patron est bien ou le directeur est bien, mais tu te fais harceler par un autre employé. Ça reste c'est à l'entreprise, c'est au responsable. Non, mais c'est à discipline. Non, c'est pas une question, mais elle est responsable de ce qui se passe avec ses employés. Oui. C'est quand le responsable, le directeur est alerté, c'est à lui de prendre les dispositions nécessaires, parce que c'est dans son entreprise. S'il fait pas les choses, il est responsable aussi. Hein. Oui, parce que quand on attaque pas une personne, mais on attaque une entreprise, une institution. Voilà, on n'attaque pas la personne. La personne fait partie d'une entreprise. Donc c'est vraiment... voilà, on se retourne contre... Mais c'est une hiérarchie, comme disait Nordine tout à l'heure aussi. Si c'est une simple secrétaire qui va dénoncer un directeur, le patron, bien sûr, il va favoriser son directeur que ça fait partie de la hiérarchie. C'est ça. Malheureusement. Malheureusement, c'est ça. L'histoire même. Il faut savoir qu'en entreprise, finalement, on est, surtout dans la fonction publique, on est plutôt mieux protégé tout de même, parce qu'il y a des syndicats, parce qu'il y a des relais, il y a des RH, etc. Il y a des relais quand même à tous les niveaux et qui sont souvent alertés parce qu'ils ont tout de même un grand nombre de harcèlement du fait qu'il y a beaucoup de personnel. Mais il faut savoir que maintenant, la société change aussi. Donc on tombe sur des micro-entreprises maintenant où il y a une dizaine de personnes. Et la personne qui dénonce, alors généralement, il y a toujours un côté hiérarchique. Donc sur 10 personnes, c'est sans doute le patron qui s'autorise des choses avec l'un des employés. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, dans notre métier, là, il faut dans les sociétés de production, c'est horrible. Ah oui. Ah oui. Exactement. Et c'est important de le dire. C'est terrible dans notre métier, où ce sont des gens passionnés qui veulent absolument pouvoir réussir parce que c'est des métiers qui sont très qui ont plein de vie, qui sont plein de etc. Très sélectifs. Voilà, très sélectifs. Il y a beaucoup de monde pour peu de place et du coup c'est assez effroyable. Ah, ouais. Malheureusement. Il faut le souligner, ça aussi. Oui. Parce que finalement, après... On dénonce toujours les autres, mais il faut regarder aussi ce qui se passe. Il faut se poser des questions, ça, bien sûr. Ouais. C'est ça. Donc, oui, beaucoup dans les métiers artistiques, sportifs. De notre responsabilité aussi dans chaque organisation de voir. Après, c'est pour ça aussi qu'on en parle, c'est pour essayer de sensibiliser aussi les gens. Parce que quand on voit son collègue qui va mal, il faut quand même aussi se sentir responsable et d'alerter. Il ne faut pas rester dans cet individualisme et se dire « Ah non, ça ne me concerne pas, il se débrouille, c'est son problème, c'est pas le mien, donc on ne fait rien, on ferme les yeux. » Et c'est pour ça qu'on en parle, c'est pour sensibiliser aussi les personnes par rapport à ça. Attention, si vous voyez quelqu'un qui commence à aller mal, à se sentir... Parce que ça on le voit. On le voit, c'est visible parce que son collègue, on le voit 8 heures
parfois plus par jour. Quand on voit que cette personne-là n'a plus les mêmes attitudes, elle va très mal et elle commence à être parano, à pas être bien. Ça, faut vraiment essayer de l'aider déjà dans un premier temps et aussi en parler à qui de droit dans une entreprise. Oui, voilà. Exactement. Oui. Donc, chères auditrices et auditeurs, vous êtes sur IRM.radio, vous écoutez Scandale is Hot, vous pouvez nous regarder sur Twitch. Alors, en 2017, un hashtag a envahi les réseaux sociaux. Qui de nous ne se rappelle pas du hashtag MeToo ? Ce mouvement social qui a encouragé la prise de parole de ces femmes. Alors, c'est la chronique de Ménel. C'est moi. Alors comme on disait depuis le début de cette émission, le harcèlement au travail, c'est l'affaire de tous. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on essaye de faire changer les choses, qu'on le dénonce, excusez-moi, mais ça évolue pas vraiment puisque on disait tout à l'heure que la dernière enquête de 2014, ce qui en ressortait, c'était qu'une femme sur 5 se faisait harceler. Oui. Et dans ces chiffres, on retrouve 5% qui portent plainte. Et dans ces 5%, on retrouve 90% des affaires qui sont classées sans suite. 5%. Ouais, et ces mêmes nombres sont les mêmes depuis 1991. Ça change pas, c'est donc ça évolue pas. J'ai pas regardé les derniers chiffres, enfin j'ai pas trouvé les derniers chiffres. Ils n'existent pas encore, mais je pense que ça va commencer à se libérer. Ouais. J'espère, ouais. Et donc oui, et malheureusement il y a beaucoup de femmes encore qui sont justement victimes d'harcèlement et qui se murent dans ce mutisme et qui osent pas dénoncer par peur de se faire mal voir ou de pas se faire entendre. Et donc il y a eu le hashtag MeToo qui a un petit peu révolutionné la chose, puisqu'en octobre 2017, le mouvement MeToo a provoqué quelques bouleversements et a eu un impact dans le monde entier, car d'autres pays ont créé leur propre hashtag, comme en France avec le Balance ton porc, le hashtag Balance ton porc lancé par la journaliste Sandra Müller. Et en Allemagne, on a aussi retrouvé le Kein Kleinigkeit. C'est le même hashtag, c'est un peu difficile à répéter, qui veut dire pas une broutille. En Espagne, en Brésil et en Suède, pareil, on retrouve le Yo tambien, le Eu também et le Jacoskissa, qui en 3 mois après la diffusion du MeToo a engendré près de 3 millions de tweets. Et pareil, de témoignages de femmes, de femmes qui ont libéré leur parole, qui ont su se faire entendre. Donc, on a eu un changement du jour au lendemain. Ouais. Des donc femmes qui n'osaient pas parler que ça. Exactement. Ouais. Qu'on leur tende la main, qu'on les soutienne. Et justement, grâce à ce mouvement-là, elles ont réussi à se faire entendre, à parler. Je sais pas si vous avez un petit peu regardé sur les réseaux sociaux le hashtag MeToo, Balance ton porc, etc. Surtout Balance ton porc. Ouais, Balance ton porc, en France c'était plutôt hashtag Balance ton porc. Et en France, on a comptabilisé près de 930 000 tweets en 1 an. Et et du coup, le nombre de plaintes déposées pour violences sexuelles a augmenté de 23%, qui était justement de 5% avant 2017. Donc on a eu une vraie évolution de femmes qui ont osé parler, déposer plainte, etc. Le silence plutôt. Ouais, et ce chiffre-là, c'était lors des 6 premiers mois de l'année 2018. Et quelles sont les origines du mouvement MeToo ? Le mouvement MeToo a été lancé par l'actrice Alicia Milano. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'actrice dans Charme. Oui. Charme. Qui suite à une confession qu'elle avait fait dans un podcast où elle témoignait d'un viol qu'elle avait subi en 1991 sur un plateau de tournage. D'accord. Et qui avait décidé de parler et qui disait que même à l'heure actuelle ça lui faisait mal, qu'elle n'arrivait pas à en parler et elle a réussi à trouver le courage à partager cette malheureuse expérience, on va dire. Et justement, grâce à ça, elle a donné le courage, elle a transmis du courage à d'autres millions de femmes dans le monde entier. Oui. Ah oui, quand même. Et voilà. Est-ce que vous pensez que ça a vraiment changé après ce hashtag, justement ? Est-ce que les choses ont changé ? Vous en pensez quoi ? Déjà, on se dévêtit de la honte qu'il peut y avoir générale, parce qu'on voit que la voisine témoigne, la voisine, la collègue de bureau, etc. Et donc, plus les gens en parlent, moins ça devient honteux pour c'est les femmes généralement.
pour les femmes de témoigner. Et d'ailleurs, il y a une augmentation là, de la criminalité de façon générale, mais c'est parce qu'il y a une augmentation aussi du dépôt de plainte sur ce type d'affaires, ce qui est très bien. Et les tribunaux quand même commencent à être saturés. Donc il y a des problèmes aussi budgétaires derrière pour la justice pour pouvoir traiter ce type de plainte et faire les enquêtes parce que c'est assez long. Ça prend aussi de l'argent, ça demande des interrogatoires, des confrontations. Donc il y aura un problème budgétaire qui va se greffer aussi à ça. Oui. Mais justement, ces femmes-là, ces victimes qui déposent plainte, donc le plus difficile, c'est de franchir ce pas d'aller déposer plainte. Mais elles disent que... D'en parler d'abord. Ensuite, de déposer plainte. Voilà. Elles n'ont pas de réponse après, il n'y a pas de suite. C'est très long, oui. Moi, sur les femmes que j'ai suivies, bon, ça n'a pas valeur statistique en soi, mais il faut savoir que certains dossiers avaient plus de 8 ans, donc 8 ans. C'est énorme. Pour après... 8 ans avant que la personne se décide, c'est toute une vie. Et il y a une autre chose aussi qui est très compliquée, c'est que ces femmes qui subissent du harcèlement, enfin moi c'était donc des cas de harcèlement sexuel, ont tenu très longtemps. Et on leur a reproché ça aussi. On leur a dit, mais attendez, il y en a une 11 ans, elle a tenu. 11 ans, et donc le type... c'est l'une des femmes, d'une des témoins. Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'espoir que la situation change, l'espoir que ce supérieur hiérarchique qui l'harcèle sexuellement parte. Mais aussi le côté financier. Oui. Comment je vais faire pour payer mon loyer si je suis viré c'est très compliqué aussi au niveau budgétaire. Il y a beaucoup de gens qui sont quand même paupérisés. C'est compliqué de trouver un boulot, surtout dans des zones qui sont plus difficiles. Et du coup, on se dit j'ai un crédit sur la maison. Il y a le petit, il va passer à l'école ou il a des besoins, etc. Il faut. Mon mari, peut-être qu'il n'a pas de travail ou que j'en ai plus ou que. C'est très compliqué au niveau budgétaire et donc elles sont tenues aussi par cet aspect financier qui est très important dans ces affaires. Et cette femme donc, qui a tenu 11 ans, le type lui a fait faire des horreurs pendant des années. Elle a supporté. Elle ne disait rien à son mari qui a découvert ça comme une catastrophe. En plus, c'était dans une sorte de village. C'était le maire du village. Elle travaille dans une mairie. Oui, exactement. Ouais. Et du coup, elle s'est retrouvée avec le village s'est fracturé. Oui. Les pour, les contre. Affaire Dreyfus. Voilà, c'est ça. C'était une affaire d'un village. Oui, exactement. Ça touche tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ça. Ça ne concerne pas que les deux parties. Je me mets à sa place et ça devait être difficile à vivre dans le sens où pour aller faire ses courses, pour aller à la boulangerie, pour aller chercher ses enfants à l'école, elle était systématiquement montrée du doigt ou stigmatisée. À regarder, surtout que quand on ne sait pas, on a le jugement facile. Et puis généralement c'est pas c'est la pauvre, c'est la victime, etc. Non, regardez, c'est celle qui a accusé un tel. Voilà. Ou celle qui met une mauvaise ambiance. Exactement. Ou celle qui, excusez-moi l'expression, mais qui fait chier tout le monde. C'est parce qu'il s'agit de ça. Clairement, c'est ça. Ouais. Et qu'en est-il de l'aspect juridique concernant le harcèlement au travail? Nordine, tu vas nous en parler. Oui, effectivement. Donc, je vais parler dans un premier temps des moyens de prévention qu'il y a dans l'entreprise. Donc, l'employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral. Il doit porter à la connaissance de ses salariés les dispositions du code pénal réprimant le harcèlement moral et collaborer avec les représentants du personnel. La médecine du travail peut aussi participer à la prévention du harcèlement dans l'entreprise. Les différentes voies de recours, donc pour vous défendre, vous avez le droit de recourir à l'une des procédures suivantes ou à plusieurs d'entre elles en même temps. Donc vous pouvez alerter les représentants du personnel, alerter l'inspection du travail, engager une procédure de médiation, saisir les prud'hommes ou saisir la justice pénale et dans certains cas saisir le défenseur des droits. Ensuite, les sanctions qui sont encourues dans un cadre d'harcèlement moral. Donc, il y a deux types de sanctions, les sanctions prises par l'employeur et les sanctions prises par la justice. Par l'employeur, donc comme disait Olivier tout à l'heure, c'est des sanctions disciplinaires, donc mutation, mise à pied ou voire même licenciement. Et les sanctions prises par la justice, donc le harcèlement moral est un délit qui est puni par, donc il peut être puni par une amende, une amende de 30 000 €.
2 ans d'emprisonnement et même la personne qui harcèle peut être condamnée à des dommages et intérêts. Ouais. Bon, personne va en prison, hein, globalement. Oui, c'est clair. C'est du sursis pour je pense que les personnes peuvent aller en prison s'il y a de la récidive. Et si c'est pas le boss d'une grosse entreprise aussi. Oui, faut le souligner. Parce que il y a les personnes qui ont le bras long et qui peuvent minimiser ou dédramatiser aussi, au on maximum va dire que c'est les condamnations. De preuves aussi, c'est ça. Moi, j'avais deux jeunes filles donc, qui ont porté plainte à Amiens contre leur employeur. D'accord. Il y avait énormément de jeunes filles qui avaient fait des lettres, etc. Donc il y avait des preuves ça ne manquait pas. Enfin, le type, c'était vraiment c'était un porc, quoi, voilà. Et donc il a pris 2 ans de prison, 1 avec sursis. Donc il ne fait pas de prison puisque c'était sa première peine. Plus 30 000 euros d'amende, me semble-t-il. D'accord. Et on a toujours considéré que c'était une peine plutôt sévère. Voilà. Bon. Les faits se sont déroulés à Amiens ? Oui. D'accord. Amiens, oui. Dans des entreprises amiennoises. Voilà, dans une entreprise amiennoise, une entreprise qui n'était pas très grosse et de ce type-là, qui a été accusé donc de harcèlement sexuel, travaillait, il était patron avec sa femme. Donc, Alors, je suis originaire d'Amiens. Est-ce que tu peux juste nous donner le secteur d'activité ? Oui, c'était le call center. Tu veux aller les réprimander ? Non, on va pas donner. Tu veux aller les réprimander ? Non, ils font des cartouches d'encre. D'accord, ok. Tout le monde à Amiens peut trouver. Ah oui, non, mais je vois qui c'est. Tu vas faire quoi, Nordine ? Tu vas aller dénoncer ? Exactement. Demain, je prends Ménel et on prend une caméra et on y va. De toute façon, maintenant, c'est public. Hein. On peut donner les noms, les machins. Il n'y a aucun problème. Il a été sanctionné par la loi. Donc, on a tout à fait le droit de donner les noms. Ouais. Aucun problème. D'accord. Ah oui. Mais est-ce que c'est un sujet qui touche uniquement les femmes ? Alors non, pas du tout. Une femme peut harceler un homme. Un homme peut harceler un homme. Une femme peut harceler une femme. Oui. Donc ça touche vraiment tout le monde. Ouais. Donc on ne parle pas que de harcèlement sexuel, il y a... Alors là, dans le cadre du documentaire d'Olivier, bien entendu, tous les faits étaient liés à de l'harcèlement. Homme-femme, oui, tout à fait. Mais effectivement, il y a des cas. J'avais un infirmier qui a hésité à témoigner. Il était harcelé par son responsable. Ouais. C'était homme-homme, là, effectivement. Ouais. Oui, effectivement. Ouais. Ça touche tout le monde. Mais je pense qu'il y a quand même un pourcentage élevé de femmes harcelées par des hommes. Mais oui, ça existe dans tout. Mais c'est vrai que le harcèlement moral, il y a beaucoup de femmes qui sont impliquées, patronnes ou responsables, qui sont impliquées aussi dans le harcèlement moral. Donc ça, c'est un aspect de domination de l'autre, de pouvoir aussi, etc. Donc ça peut aussi se faire par des femmes sur le harcèlement moral. Le harcèlement sexuel, effectivement, c'est quand même beaucoup plus homme vers femme. Un homme vers femme, ouais. Mais le harcèlement moral, ça touche tout le monde, réellement tout le monde. C'est plus un aspect général. Mais ça touche vraiment toute catégorie, tout secteur d'ailleurs. Exactement. Malheureusement. Comme le rappelait Olivier, même partout dans le milieu scolaire. Dans le domaine artistique. Même au niveau scolaire. Les enfants, ça peut aussi toucher le milieu scolaire parce que c'est de l'intimidation, c'est toutes sortes de... Et ça peut être aussi des clients d'ailleurs d'entreprise. On a un client qui a un gros chiffre d'affaires, etc. Il faut aller dîner avec lui, etc. Donc ça touche c'est vrai. aussi. Ça c'est vrai. C'est vrai. Parce que oui, on est un petit peu à la merci de certains secteurs. C'est vrai que j'en ai entendu parler. Et quand on a des clients exigeants, des clients qui ont un certain chiffre d'affaires, qui ont certains portefeuilles, ils peuvent, limite... faire tout ce que tu veux, tout ce qu'ils veulent. Ah oui, mais limite, lors de ce repas où se négocient les contrats, on va ramener toutes les belles filles de l'entreprise pour faire plaisir à ce gros client.
Exactement. Voilà. Il y a l'université aussi, les étudiantes qui passent leur diplôme, qui doivent, etc. Donc elles ont un maître oui, dans le cadre d'un Voilà. Et donc il y a pas mal d'affaires aussi, voilà, un maître de thèse, et il y a pas mal d'affaires qui sont sorties aussi de ce côté-là, chez les étudiantes. Oui, mais ce qui est malheureux, ça commence dès le primaire. Là, récemment, on a vu l'affaire du petit garçon qui a 9 ans. Quaden ? Ouais, exactement. Alors, c'est un petit enfant qui est touché de nanisme. Oui, mais j'ai entendu dire que non, c'est faux. Ah oui, d'accord. Oui, il y a 1 heure, le Parisien avait vraiment validé le sujet. Enfant, c'est un enfant, il a 9 ans. Avec ses parents. Et les photos qu'on a vues de... En fait, c'est des vraies photos, mais c'est ses parents qui l'ont mise en scène. Exactement. Okay. D'accord, bon bah c'est bon. Je sais pas si Olivier, toi, tu as vu... Oui, j'ai vu, c'est en Australie, ça se passe en Australie. D'accord, c'est australien. Et c'est malheureux, comme je disais, ça... Mais surtout à cet âge-là. Mais il y avait une autre vidéo qui était sortie il y a 1 an avec un petit garçon. Un petit garçon qui voulait plus aller à l'école et tout. Il était, c'est toujours, effectivement, ça commence. Je pense que l'éducation, en tous les cas, devrait commencer justement à contre le sexisme, contre le patriarcat. Mais tout ça, ça revient à l'éducation des parents envers les enfants. Je pense que même dans l'âge adulte, il y a quand même un formatage de l'enfance qui fait que la personne devient la personne qui harcèle ou devient une potentielle victime ou une proie. Donc moi je pense que le travail est à faire déjà sur les tout petits avec des sensibilisations dans les écoles, la prévention, etc. Oui, il y a la prévention, il y a aussi la sensibilisation des uns et des autres. Exactement. Après, c'est la société dans laquelle on vit aussi qui devient... qui devient très, très individualiste, j'insiste là-dessus parce que c'est réel et c'est ce qui pousse à ça. Parce qu'on ne voit pas, on n'est pas alerté, on ne sent vraiment pas la tristesse de l'autre ou la souffrance de l'autre. La bienveillance n'y est plus. Et forcément, il y a beaucoup plus de dégâts parce qu'on n'est plus aussi bienveillant qu'avant peut-être envers les autres. Et du coup, on s'en rend même plus compte et on est juste dans son petit monde et on oublie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui sont un petit peu... qu'on perd finalement parce que quand psychologiquement ça va pas, on les perd d'une façon ou d'une autre et on n'arrive même pas à voir leur souffrance et c'est terrible aujourd'hui. Voilà. Là, on remarque que la personne elle change de personnalité, de comportement. Ce qui est arrivé, c'est que dans les entreprises, même si on voit que sa collègue souffre, parce qu'on veut évoluer, ou on veut sa place, on veut même pas. C'est de l'égoïsme. C'est exactement ça. C'est déjà arrivé et c'est terrible. C'est que, ok, d'accord, on va se mettre du côté de. Enfin, il y a de la délation même. Mais malheureusement. On envenimer les choses. C'est parce qu'on se fait bien voir par les patrons, parce que voilà, le fait, on sait que elle est mal vue et du coup, on va l'enfoncer encore plus pour se faire bien voir par la hiérarchie et pour avoir plus vite le poste. Et puis c'est ça qui est terrible. Et ça arrive. En France, on ne s'immisce pas non plus dans la vie des autres aussi. Exactement. Oui, je pense que ça fait partie de ça la crie un française, peu à l'étage du dessous. On dit bon, laisse-les tranquilles, ils règlent leurs affaires, etc. On estime que l'État, c'est vrai qu'on paye beaucoup d'impôts aussi, donc on s'est toujours reposé sur l'État. Pour pouvoir régler les problèmes, mais c'est pas ça non plus. Vivre en société, c'est pas ça. C'est pas aller tourner vers l'État parce que le voisin du dessous, il y a des cris de femmes ou il y a des cris etc. Ou à l'entreprise, on sent que non, on a aussi une responsabilité individuelle et on a du mal à la dépasser en France. On est vraiment quand même assez auto-centré sur soi-même déjà, et puis aussi on pense au respect de la vie de l'autre, donc je lui pose pas de questions. C'est pourtant tellement simple. Parfois juste 3 mots suffisent pour que l'autre se libère. Et il suffit de ça. Le voisin de bureau qui trouve juste la petite phrase qui va faire que madame ou monsieur harcelé depuis tant de temps
se libère et faire sortir cette affaire et régler des problèmes. Ça tient à très peu de choses et il faut faire ces démarches. Je pense que c'est très important de pouvoir justement faire ces démarches et c'est pour ça auprès des autres. C'est pour ça que dans la fonction publique, il y a quelque chose qui a été mis en place depuis les dernières lois que Nicole Belloubet a remanié, et elle a mis un système de lanceur d'alerte où chaque employé peut être lanceur d'alerte, et cet employé qui est lanceur d'alerte et qui dénonce une situation, ça peut être n'importe quelle situation, mais là aujourd'hui on parle d'harcèlement, donc il peut dénoncer une situation d'harcèlement. Donc une fois qu'il dénonce cette situation, ce lanceur d'alerte, il est protégé juridiquement par l'institution, c'est-à-dire qu'il ne risque pas d'être licencié, mis à pied, muté, etc. Et du coup... jusqu'à quand? Parce que là, on parle du lanceur d'alerte. Si la personne qu'on essaye de protéger ne veut pas dénoncer elle-même, elle sera pas tout le temps protégée. Oui. Ça peut se faire qu'avec l'accord, effectivement. Après, on victime, peut engendrer une médiation, ça peut se régler juste à la suite d'une médiation. On n'est pas obligé de mettre... Mais justement, moi j'ai remarqué que dans les médias, on parle peu de ce sujet. Il reste un sujet... On n'a parlé que du mouvement MeToo et de Time's Up, après c'est tout. Ça. Blanc. Oui, mais quand même la parole s'est libérée dans plein de domaines. Regardez le sport, regardez le cinéma, regardez. Non, on en a parlé quand même. Je trouve que ça c'est vraiment ça a évolué. Le sujet est de moins en moins tabou en fait. Oui, on en parle quand même pas mal maintenant à droite et à gauche. Non, je trouve que au contraire, ça a commencé à enfler. Et effectivement, c'est bien d'avoir des gens qui lancent. Et petite parenthèse par rapport à ça, c'est que maintenant pour les violences faites aux femmes, par exemple, des personnes qui sont extérieures et qui ont vu les violences, la victime ne veut pas porter plainte, peuvent aller déclarer ces violences au commissariat, et le procureur engagera des poursuites au nom de la société française, même si la victime n'est pas d'accord là-dessus. Au commissariat, il te refoule quand tu lances ça. Ça te regarde pas. Donc, mais il faut pouvoir imposer ses droits, parce que souvent ils connaissent pas les lois ou ils veulent pas les appliquer. Il faut savoir que vous déposez pas plainte, que vous pouvez déposer plainte au commissariat, mais vous pouvez aussi alerter le procureur de la République si votre plainte n'a pas été prise en compte par le commissariat. Oui, tout à fait, c'est bien exactement. Ça, Merci, j'appliquerai ce conseil. Tu t'es fait harceler, Ménel? Non, mais c'est passé. C'est passé depuis. Donc. Là, on arrive à 2 sur 5 là. Et pareil, moi, c'était par une femme. Par une femme. Une collègue femme. Donc c'est pas que des hommes. Plainte. Il y a eu une... Non, mais c'est passé. Il y a eu sanction, il y a eu quelque chose. Non, pas du tout. Après, elle est partie. Voilà. Elle est partie. Donc, c'est pareil pour moi. C'était une femme et elle est partie en congé maternité. Et mon patron me dit par la suite, il me dit, il savait quelque part ce qui se passait depuis moi aussi, depuis 1 an. Et à un moment donné, quand j'alerte, parce que je vais voir un peu tout le monde, médecin du travail, je vais voir l'assistante sociale, je vais voir les syndicats, parce que moi c'est mon caractère d'être comme ça. Je n'aime pas subir. J'ai subi un moment et après j'ai fini par aller en parler et faire le pas envers les autres. Et là mon responsable me reçoit et il me dit t'inquiète pas, t'auras plus de soucis, elle est plus là, elle est partie en congé maternité. Et c'est là où je me dis mais donc vous étiez au courant? Mais vous étiez conscient de ce qui se passait, et t'inquiète, elle est plus là, t'inquiète pas. Mais c'est pas un congé illimité, elle va revenir. Mais le problème c'est qu'elle va revenir avec un poste important, plus gradé que ça. Et elle va encore faire ça à quelqu'un d'autre. Mais là, c'est très important de laisser des traces, des mails, envoyer à la hiérarchie, etc. Une main courante, même si c'est qu'une main courante, parce que si jamais elle continue et qu'il y a une autre personne qui dit attention, moi j'ai été harcelé par cette personne-là, qu'il y a une enquête qui est faite, on va revenir en arrière, on va dire attendez, mais il y avait déjà ce mail qu'à telle année. On va regrouper tous les faits. Sincèrement, moi j'ai gardé des traces, etc. J'ai tout gardé, j'en ai parlé, je me suis fait syndiquer, ce qui fait, pour me protéger. Et puis on m'a donné des conseils. Et après on me dit, on va te trouver un autre poste. En attendant, ne fais pas de vagues.
Comment ça, on va faire en fait pour cacher on va se trouver un autre poste, ne fais pas de vague parce qu'elle va bloquer ton départ, elle va bloquer ton... C'est un peu incohérent parce que quelque part ils le savent, ils savent que je suis en souffrance, mais derrière on me dit de patienter, d'essayer d'aller, de faire les choses bien, de ne pas attirer l'attention et de patienter. T'as que quelques heures et tu vas partir chez toi. Mais c'est la paix sociale à n'importe quel coût. Exactement. Voilà. C'était réellement ça. Et maintenant qu'elle est partie, oui, on a pris. Mais moi j'ai dit non. Même si quitté le travail ou non? Non, j'ai pas quitté, j'ai changé de poste. J'ai changé de poste, mais c'était un soulagement incroyable parce que réellement j'arrivais le matin avec une boule au ventre, je ne dormais même pas, ça créait des insomnies. C'était un harcèlement moral? Oui. Et nous en dire plus, c'est compliqué parce qu'après c'est énoncé chaque fait. C'est énoncé chaque fait. Après c'était un mouvement de foule, c'est que quelque part l'entreprise elle est en réduction d'effectifs. Et à partir du moment où on sort un tout petit peu du cadre, où on ne correspond pas forcément à ce qu'on recherche, on fait tout pour que tu partes parce qu'on ne licencie pas. Ça leur coûte trop cher de licencier, donc on préfère démissionner et on fait tout pour que tu démissionnes. Ah oui, donc elle faisait ça pour que tu démissionnes, c'est ça? Parce que voilà, on essaie de me dénigrer déjà moralement parce que j'ai des capacités, elle le sait très bien, j'ai des évals qui datent, ça fait des années que je suis dans... Elle sait très bien ce que je vaux et c'est pertinemment, et je ne suis pas la seule, il y a d'autres personnes qui ont eu le même comportement et personne ne fait rien. C'est que quelque part, c'est qu'à partir du moment où tu ne corresponds pas à ce qu'elle veut ou l'entreprise veut, parce qu'ils veulent réduire les effectifs, on fait plus d'efforts pour t'aider. Donc on fait tout pour que tu partes par ton propre gré. Et on fait tout pour que tu te sentes mal et à un moment donné que tu démissionnes. Mais parfois, justement, quand c'est une femme envers une femme, on va pas dire que c'est du harcèlement, mais c'est un petit peu de la jalousie. Non, c'est du harcèlement. Ça reste de l'harcèlement. Ça reste. J'ai rien dit. Oui, non. Mais au niveau juridique, ça reste de l'harcèlement et ça c'est. Attention, la jalousie, c'est une forme d'harcèlement. Ça reste de l'harcèlement parce ça que n'a rien à voir avec le fait d'être un homme ou une femme. C'est juste les faits. Les faits sont là ou ils sont pas là. Voilà. C'est ça. La jalousie, ça peut être une raison qui va pousser à. Après, c'était de la maladresse parce que la personne. Finalement, elle est poussée à dire des choses parce que moi, je ne voulais même plus. Moi, je voulais que de l'écrit. Je ne répondais plus au téléphone parce que je la poussais à m'écrire parce que je lui écris, je veux une réponse écrite. Tu voulais des preuves? Ah bah oui, à un moment donné, quand tu te rends compte que il y a un problème, toi aussi, tu veux de l'écrit. Enfin, il y a que comme ça, malheureusement, qu'on arrive à avoir quelque chose et à arriver à prouver quelque chose. Après, quand tu as tes collègues qui arrivent parce qu'il y a un son de cloche et t'es encore là, tu devrais démissionner, et tous les jours tu entends ça, tous les jours il y en a un qui te dit ça, tu devrais démissionner, tu vas trouver autre chose, trouve-toi autre chose. Oui, plutôt que de dire tu devrais porter plainte, tu devrais te battre. Il n'y a pas de soutien. Trouve-toi autre chose et voilà. C'est terrible, et après il faut être fort de caractère, même ça on sombre quand même, on n'est pas bien. Et puis même des gens forts de caractère, ça peut petit à petit se détruisent eux-mêmes. Je parlais tout à l'heure de cette femme-là qui s'était enlaidie en raison du harcèlement. C'était une femme très forte et elle m'a dit... Mais moi, je me suis toujours dit, mais à moi, ça ne m'arrivera jamais. Et pourtant, ça lui arrive. C'est ce qu'on pense tout le temps. C'est ce qu'on pense tout le temps. Nous sommes arrivés presque à la fin de Scandalisote. Donc, j'ai une petite dernière question à Olivier. Est-ce que tu as des nouvelles de ces 4 femmes aujourd'hui? Oui, j'ai des nouvelles, absolument. Oui. Elles vont comment? Celles qui elles sont toutes parties de l'entreprise. Celles qui sont parties, il y en a 2 qui ont déménagé. Donc, les 2 Damien ont déménagé Damien. Elles avaient peur de croiser leur agresseur des années plus tard. Donc c'est quand même assez impressionnant de voir les effets qu'il peut y avoir sur ces personnes-là.
Il y en a une qui a refait sa vie, mais plutôt dans un bon cycle, je dirais. Et puis la troisième, donc celle qui a été abusée par un maire, la vie quotidienne est très compliquée. Elle est restée dans le village ? Très compliquée. Elle est toujours dans le village. D'accord. Elles ont trouvé du travail ou... Non, elle n'a pas. Non. Elle ne voulait pas travailler. Non. En fait, dans un village, c'est assez compliqué. Ouais. Puis généralement. Cette histoire, dans un village, le maire a son mot, la mairie a son mot sur pas mal d'entreprises. Et puis c'est des petits potentats locaux. Et puis oui, il suffit qu'il y ait une entreprise qui est avec elle et qui peut se dire non, on va pas la prendre, on va éviter des problèmes. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. J'ai une dernière question pour Olivier quand même. Vas-y. Est-ce que tu comptes faire encore un autre film avec un sujet? Non, j'ai travaillé sur les féminicides dernièrement, donc je suis passé un pas plus loin. Mais je travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes en ce moment. D'accord. Voilà. Ça marche. On peut retrouver quelque part ce reportage? Sur les féminicides, oui, je crois qu'il doit être. Ça s'appelle la numéro 30. Je pense qu'il est sur YouTube, il me semble. Ça marche. On ira voir. Et j'invite nos auditeurs à aller le voir aussi. Ouais, très important. Je te laisse terminer. Merci à vous, merci à Olivier. Merci Olivier. Ça s'est passé très vite. Oui, comme j'ai pas envie de conclure, c'est pour ça que je me dis merci. Mais merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une agréable soirée. Merci. À la semaine prochaine. Bonne soirée.